J'ai 28 ans et je travaille dans le marketing digital. Ma vie me semblait assez bien. Je vivais avec mon petit ami Tristan depuis environ 2 ans. C'est un développeur logiciel, plutôt calme et très logique. Au début, tout semblait parfait, presque trop parfait. On partageait les tâches ménagères équitablement, sans même en parler. S'il cuisinait, je faisais la vaisselle. Si je faisais la lessive, il la pliait et la rangeait. C'était un rythme naturel, l'on dit. On payait les factures à 50-50. Notre appartement était agréable, pas immense, mais c'était notre espace. Les week-ends étaient tranquilles, un film, une promenade dans le parc ou un dîner avec des amis. Il n'était pas très excitant, mais il était stable et fiable. Je pensais que c'était ça, une relation moderne saine, l'égalité en action, mais quelque chose a commencé à me déranger. C'était difficile à définir, comme un bourdonnement de mécontentement en arrière-plan. J'ai commencé à passer plus de temps avec un nouveau groupe d'amis du travail, intelligents, drôles et très conscients. On sortait boire un verre après le travail et on parlait pendant des heures. Leur conversation m'ouvrait les yeux sur des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Une amie racontait qu'elle sortait avec un gars totalement immature. Elle devait gérer toute sa vie, lui rappeler d'appeler sa mère, acheter son déodorant, prendre ses rendez-vous chez le dentiste. Elle appelait ça la charge mentale. Et ça a été un déclic pour moi. Une autre amie parlait de l'incompétence instrumentalisée et son copain essayait de faire la lessive mais la détruisait toujours, rétrécissant ses pulls ou transformant tout en rose. Finalement, elle faisait tout elle-même pour éviter de corriger ses erreurs. J'écoutais ces histoires et au début, je me sentais un peu fière. Je pensais, Tristan n'est pas comme ça, il fait sa part. Elle me regardait avec un petit sourire compatissant. L'une d'elles a dit, c'est ce qu'ils veulent tous te faire croire au début. La base n'est qu'une performance. Attends qu'ils se sentent à l'aise. Le mot performance m'est resté. Notre rythme facile n'était-il qu'une façade ? J'ai commencé à l'observer attentivement, à chercher les fissures. C'est drôle, quand on cherche quelque chose, on le trouve partout. Quelques semaines plus tard, après une journée stressante, je rentre chez moi pour me confier à Tristan sur mon patron horrible et un délai impossible. Il m'écoute, hochant la tête, mais scrolle sur son téléphone. Je m'arrête en plein milieu de ma phrase. Il lève les yeux. « Quoi ? J'écoute !» Mais il n'écoutait pas vraiment. Je lui dis qu'il ne prête pas attention et il pose immédiatement son téléphone. « Désolé, tu as raison, raconte-moi encore. Le moment est perdu. » Il propose une solution, mais moi j'avais besoin d'empathie, de partager le poids émotionnel de ma journée. Il essayait de résoudre le problème comme un bug dans son code. « Tu devrais juste signaler ton patron au RH. » C'était simpliste, masculin. Il ne comprenait ni la nuance, ni la politique de bureau. Plus tard, en textant mes amies, elles ont compris immédiatement masculinité toxique classique. Il ne gère pas les émotions, donc tout devient un problème logique. Tout prenait sens. Il n'était pas un partenaire, il était un technicien. J'ai décidé de faire une petite expérience. Depuis des années, j'achetais toutes les petites choses pour l'appartement. Savon, bougies, coussins assortis, je rendais notre espace chaleureux. Lui, il existait simplement dedans. J'ai arrêté. Plus de savon, plus de bougies, je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour remarquer. Des semaines passent. L'appartement devient moins cosy, plus froid. Il ne dit rien, ne remarque rien. Preuve qu'il tenait pour acquis tout ce travail émotionnel et esthétique. J'ai ensuite testé la planification. Je proposais toujours des sorties ou des week-ends. Un nouveau restaurant italien, une randonnée le samedi. J'ai cessé. Le premier week-end, rien ne se passe. Il semble satisfait. Moi, je bouillonne intérieurement, mais je ne dis rien, c'est pour la science. Le vendredi suivant, il me demande « Qu'est-ce que tu veux faire ce week-end » La question me paraît déjà lourde. Je lui explique que planifier demande du travail. Il semble perplexe. Je dis « Tu es content de suivre, mais tu ne veux pas fournir l'effort de proposer une idée. » Il reste silencieux. Le week-end suivant, il planifie un dîner dans un steakhouse. Un steakhouse ? Je tente de manger moins de viande rouge. Le dîner est une corvée. Il essaie de parler, mais je ne vois que son manque d'effort. Pas de réflexion personnelle, juste l'exécution d'un protocole générique. Mes amies ne sont pas surprises. Il te montre qui il est. Tu dois juste être prête à le voir.
Les petits problèmes s'accumulent, créant une montagne de preuves. Une soirée, je peine à ouvrir un bocal de cornichons. Il me regarde lutter 1 minute entière avant de se lever. Laisse-moi faire. Il ouvre facilement le bocal. 1 an plus tôt, j'aurais trouvé ça gentil. Maintenant, je me demande pourquoi avoir attendu. Un jeu de pouvoir, un rappel subtil de sa force, un petit morceau de patriarcat dans notre cuisine. J'ai commencé à lui signaler ses comportements en essayant d'être douce, de présenter ça comme une opportunité d'apprentissage pour nous deux. Quand tu fais ça, tu renforces les rôles traditionnels de genre, je disais. Ou j'aimerais que tu ne m'expliques pas mes propres problèmes d'ordinateur. Sa réaction était toujours la même. Une confusion totale, ce regard blessé, comme un chien frappé sans raison. Je voulais juste aider, répétait-il. Cette phrase m'a rendue folle. Elle servait de bouclier pour éviter toute responsabilité réelle. Il ne m'aidait pas, il jouait son rôle de héros masculin capable. La relation n'était plus un partenariat, elle devenait un projet éducatif où j'étais la professeure non rémunérée. Une nuit, son meilleur ami, Emmett, est venu regarder un match. Je n'ai jamais aimé Emmett. Il avait ce petit air prétentieux de « je sais mieux ». J'étais dans la cuisine et je pouvais entendre leur conversation. Tristan racontait une de nos disputes récentes, expliquant que je lui reprochais de négliger mes besoins émotionnels. J'entends Emmett rire, un rire court, sec, cynique. « Mec, tu te perds dans le jargon, elle te teste, ne tombe pas dans le piège, dis-lui simplement qu'elle est ridicule. » Mon sang se glace. EMTT était le petit diable sur son épaule, validant les instincts les plus toxiques de Tristan, l'encourageant à ignorer mes sentiments. Je rentre dans le salon, il se taise. Je fixe Emmett qui a l'air légèrement gêné. Tristan, lui, est complètement perdu, tout va bien. Je ne réponds pas, je retourne dans la chambre, fermant la porte pour protéger mon énergie. Après qu'Emmett soit parti, Tristan frappe doucement à la porte. « On peut parler ?» Je le laisse entrer, prête à lui dire que son ami est misogyne et qu'il sabote notre relation. Mais il commence. Il se dit inquiet, que je semble malheureuse, toujours en train de chercher à me fâcher. Il dit qu'il marche sur des œufs, que tout ce qu'il fait pourrait être mal interprété. Il me gaslight. Il transforme mes préoccupations légitimes en problèmes chez moi. Donc tu crois que je suis le problème ? Ma voix dangereusement calme. Tu crois que mes sentiments sur le fait d'être ignorée sont le problème ici ? Non, je ne comprends pas d'où ça vient, bafouille-t-il. Il y a quelques mois, tout allait bien. À l'époque, je dormais, je dis, maintenant mes yeux sont ouverts. Il n'a aucune réponse. Il reste assis, abattu. À ce moment, je ne ressens pas de pitié pour lui. Je me sens puissante. Je me défends enfin, refusant de me laisser apaiser par son innocence feinte. La conversation ne résout rien, mais trace une nouvelle ligne. Le lendemain, je décide que les expériences passives et les conversations douces ne suffisent pas. Le problème est systémique et exige une solution systémique. S'il ne voit pas la charge invisible que je porte, je vais la rendre visible. J'achète un grand tableau blanc et des feutres de couleur. Je passe l'après-midi à créer un tableau de tâches complet. Ce n'est pas un simple « tu laves, je sèche ». C'est une matrice de travail domestique exhaustive. J'inclus 4 catégories. Entretien quotidien, grand ménage hebdomadaire, gestion de la charge mentale et soutien émotionnel. L'entretien quotidien, faire le lit, essuyer les surfaces, vider le lave-vaisselle, grand ménage, nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur, changer les draps. La charge mentale, planification des repas, liste de courses, prise de rendez-vous, paiement des factures, suivi des fournitures, soutien émotionnel, écoute active, désamorçage des conflits, check-in proactif sur mon bien, être émotionnel. Je termine et assigne la plupart des tâches des 2 premières catégories à Tristan. Pour les 2 dernières, je note « partager » avec Tristan en tête. Je veux qu'il voie noir sur blanc tout ce que gérer un foyer et une relation implique, que la moitié du travail est invisible. Quand il rentre du travail, je suis assise sur le canapé, le tableau blanc installé au milieu du salon. Il s'arrête dans l'embrasure de la porte, fixe le tableau. C'est quoi ça ? Notre nouveau système, je réponds, c'est ainsi que nous atteignons l'égalité réelle dans ce foyer.
Il le lit attentivement, silencieux, longtemps. Je vois ses yeux parcourir la section sur le soutien émotionnel, un muscle de la mâchoire se contracter. C'est une blague, non ? Dit-il finalement, sans me regarder. On dirait une blague, je réplique, la voix ferme. Lui est là, on partage déjà les tâches, toujours fait. On partage les tâches physiques. Mais j'ai porté seule la charge mentale et émotionnelle pendant 2 ans. Ce système corrige ce déséquilibre. Il secoue lentement la tête. Nettoyer la salle de bain n'est pas une charge émotionnelle. Non, répondre de la nécessité de le faire, acheter le matériel et te demander de le faire, ça l'est. Silence. Je ne ferai pas ça, finit-il par dire. Ces mots me frappent comme une gifle. Quoi ? Tu refuses ce système ? C'est une évaluation de performance pour notre relation. Ce n'est pas un partenariat, c'est une fiche de poste. Et je ne m'inscris pas. Il refuse. Il résiste activement à un système conçu pour rendre notre relation plus saine et équitable. C'est plus une question d'incompréhension, c'est un choix délibéré. Il préfère son confort à notre partenariat. Tout l'avertissement de mes amis me revient. Quand le privilège d'un homme est menacé, il révèle ses vraies couleurs. Les miennes sont désormais devant moi et elles sont laides. L'argument qui suit est le pire que nous ayons jamais eu. C'est pas bruyant, mais froid et tranchant. Je l'accuse de misogynie latente. Il dit que je transforme notre foyer en environnement hostile. Je lui dis qu'il a peur d'un partenaire véritablement égal. Il nie mais ne veut pas d'un manager. Rien n'est résolu. Le tableau blanc reste au milieu du salon comme un monument à notre division. Les jours suivants, nous vivons comme des fantômes dans l'appartement. Il fait ses tâches habituelles, ignorant volontairement le tableau. Je fais les miennes, ressentant chaque geste comme une injustice. Je sais qu'il faut une nouvelle stratégie. La guerre froide ne peut durer. Le tableau blanc a échoué. Il permettait le débat. Il était une proposition qu'il pouvait rejeter. La prochaine étape doit être non négociable. Il est temps d'arrêter d'éduquer et de commencer à exiger. Le silence dure presque une semaine. Le tableau reste là, symbole maladroit de notre impasse. Chaque fois que je passe devant, ma détermination se renforce. Je passe cette semaine à parler constamment avec mes amis, mon soutien vital. Elle confirme, sa résistance est un signe classique de fragilité masculine. Il ne supporte pas d'être tenu responsable. Il se ferme. Jessica, en particulier, influence mon plan. Elle a vécu une rupture terrible avec un homme prétendant à l'égalité, mais qui voulait qu'elle soit sa mère, sa thérapeute et sa bonne. Trace une ligne dure, me dit-elle. Ces hommes ne comprennent que les ultimatums, leur confort et leurs priorités. Montre que ton respect de toi est supérieur. Ultimatum, mot dur mais logique. J'ai déjà essayé le raisonnement et les supports visuels, la seule option restante. Une limite claire et sans ambiguïté. Il doit affronter la réalité de ses actions. Je ne voulais pas rompre avec lui. Je voulais le réparer, nous réparer. Je croyais qu'au fond, le Tristan coopératif que j'avais rencontré existait toujours. Il avait juste été corrompu par des années de conditionnement social et l'influence néfaste d'amis comme Emmett. Mon rôle, le déprogrammer, l'aider à devenir l'homme que je savais qu'il pouvait être. Un homme évolué, un véritable allié. L'idée m'est venue un soir en parcourant un article partagé dans notre groupe. Il parlait du concept de travail réparateur. Dans les couples hommes-femmes, les hommes ont une dette historique à rembourser. Des générations de femmes ont supporté un travail domestique et émotionnel non rémunéré. Les hommes ne doivent pas seulement faire leur part aujourd'hui, ils doivent en faire davantage pour rétablir l'équilibre. Une idée radicale qui résonnait profondément en moi. C'était pas juste notre appartement ici et maintenant, c'était une question de justice, un impératif moral. Je savais quel devait être l'ultimatum, un acte symbolique de réparation. Quelques jours plus tard, la tension dans l'appartement était insupportable. Nous communiquions par message d'un mot, même en étant dans la même pièce. Je choisis une soirée où nous serions tous deux à la maison, sans échappatoire. Je lui demande de s'asseoir, je lui dis qu'il faut parler sérieusement. Il s'installe à l'autre bout du canapé, bras croisés, fatigué, méfiant. Je ne me laisse pas intimider par sa posture, c'est trop important. Je prends une profonde inspiration et commence mon discours préparé.
Je lui explique que nos problèmes dépassent notre couple. Ils sont systémiques. Je parle de l'histoire de l'oppression des femmes, des structures patriarcales qui profitent aux hommes. Je lui dis que notre relation est un microcosme de la société. Et comme la société doit changer, nous devons changer aussi. Il écoute sans interrompre, visage impassible. Je ne sais pas s'il comprend ou s'il attend juste que je termine. Puis j'arrive au cœur du sujet. J'ai réalisé que exiger un partage 50-50 n'est pas suffisant, dis-je calmement. C'est demander un point de départ neutre alors que nous ne partons pas d'un terrain neutre. Tu as bénéficié d'un privilège que je n'ai pas eu. Un éclat d'agacement, d'incrédulité traverse son visage, mais il reste silencieux. Je poursuis, j'ai décidé ce qui doit se passer. Comme acte de bonne foi, pour prouver que tu es vraiment mon partenaire et un allié, je veux que tu prennes en charge toutes les tâches domestiques pendant un certain temps. Je laisse les mots flotter dans l'air. Toutes, dit-il voix plate, toutes, je confirme. Cuisine, ménage, lessive, courses, tout. La charge mentale et physique complète. Il me fixe. Pendant combien de temps ? 3 mois pour commencer, dis-je, essayant de paraître raisonnable, comme une période d'essai standard. Après, nous évaluerons tes progrès. Il reste silencieux, semblant chercher un argument, une faille. Je suis prête. J'ai une réponse pour tout. S'il dit que c'est injuste, je rétorque. La justice n'est pas toujours une question d'équité. S'il dit qu'il travaille dur, je réponds « Ton travail est rémunéré, le mien invisible et attendu. S'il refuse, je saurai qu'il n'est pas l'homme que je croyais. » Enfin, il dit lentement « Tu me dis qu'en guise de preuve que je ne suis pas sexiste, je dois devenir ton serviteur. » Je me raidis devant son choix de mots. « Il ne s'agit pas de devenir ton serviteur, » rétorquai-je. Il s'agit de rétablir l'équilibre, de te faire expérimenter, juste un moment, la réalité que les femmes vivent depuis des siècles. C'est un exercice d'empathie. Un exercice d'empathie ? Répète-t-il. Les mots sonnant absurdes dans sa bouche. En faisant 100% du travail, tandis que tu ne fais rien. Mon rôle sera de te soutenir émotionnellement dans ce processus difficile mais nécessaire. Il laisse échapper un rire court et amer, un son que je n'avais jamais entendu de lui. Donc tu seras mon coach de vie pendant que je suis ta bonne. Si ta masculinité toxique te force à le voir ainsi, très bien, répliquai-je, je ne contrôle pas ta perception. Je ne peux que te présenter l'opportunité de devenir un meilleur homme. Je me sens puissante. Mes arguments sont indiscutables. Logique, histoire et morale sont de mon côté. Lui, il ne reste que son orgueil blessé. C'est ma dernière offre, Tristan, dis-je en me penchant. Voici notre chemin. Si tu refuses de le suivre avec moi, il n'y a aucun chemin. L'ultimatum est clair. J'attends la dispute, le plaidoyer, la colère. Mais il me regarde calmement, étrange sérénité sur le visage. La tension semble quitter ses épaules. Il me fixe longuement, comme s'il me voyait pour la première fois, puis hoche lentement la tête. « D'accord, dit-il, juste ce mot. D'un seul mot, je suis abasourdie. J'étais prête pour le combat, sa soumission tranquille me désarme totalement. « D'accord, répétait, je pourrais être sûre. »« Oui, dit-il, voix égale, je comprends, je le ferai. » Un immense soulagement m'envahit, presque étourdissante. Il a compris. Mon plan a fonctionné. Il a vu la lumière. Je ressens un élan d'affection. Je sais que c'est dur pour lui, pour son ego, mais il s'engage. Il nous choisit. Merci, dis-je, la voix un peu étranglée. Ça signifie énormément pour moi. Tu ne le regretteras pas. Il me sourit légèrement, lèvres serrées, je n'en doute pas. Le reste de la soirée est un peu étrange. La tempête est passée, mais l'air reste chargé. Je propose un film pour célébrer notre percée. Il accepte. Nous nous asseyons sur le canapé, sans contact. Je bouillonne intérieurement de victoire. Non seulement j'ai sauvé notre relation, mais je l'ai élevée. Nous allions devenir un couple modèle, preuve de ce qu'un homme prêt à faire l'effort pouvait accomplir. Le lendemain matin, samedi, je me réveille et oublie un instant tout ce qui s'est passé. Puis je m'en souviens et souris.
Je reste un peu plus au lit, méritant ce moment. Je l'entends bouger dans la cuisine, imaginant qu'il prépare du café ou un petit déjeuner spécial pour marquer le premier jour de sa nouvelle conscience. Quand je me lève vers 10 heures, je le trouve mettant ses chaussures, sac de sport en main. « Bonjour », dit-il calmement. Je vais à la salle. « Oh, et le petit déjeuner ? J'ai déjà mangé, une barre protéinée. Je reviens dans quelques heures. Le lave-vaisselle est plein, il doit être vidé. » Il parle si simplement, comme s'il communiquait une information. Je hoche la tête. Bonne séance. Il part. L'appartement est silencieux, mais différent. Les tâches sont prises en charge. Le fait qu'il n'ait pas préparé le petit déjeuner est secondaire. Il s'ajuste à la nouvelle routine. Je passe les heures suivantes à profiter de ma liberté, masque facial, manucure, appel à Jessica pour partager la bonne nouvelle. Il a accepté, je jubile. « Je te l'avais dit », s'exclame-t-elle. « Tu as juste été ferme. Il doit être terrifié à l'idée de te perdre. Maintenant, le vrai travail commence. Tu dois le tenir responsable. Aucun recul. » Tristan revient de la salle, va directement à la cuisine, vide le lave-vaisselle et suit le plan de travail. Il le fait. Réellement. Je sors bruncher avec des amis à non-jeu. D'accord, dit-il, sans lever les yeux du plan de travail. Je me prépare, maquillage, robe neuve, me sentant fantastique. Je pars célébrer ma victoire avec celles qui m'ont aidée. Avant de quitter, je le regarde. Il trie le linge, visage et couleurs séparées. Il croise mon regard un instant. Aucun ressentiment, aucune colère, juste un calme étrange. Un peu perturbant, mais normal, période de transition. Le brunch est incroyable. Mes amis me portent un toast, me qualifiant de courageuse et inspirante. Jessica dit que je fais le travail du Seigneur. Nous buvons des mimosas et discutons des changements que nous apportons, une relation à la fois. Je me sens vue, validée. En fin d'après-midi, je rentre, joyeuse et légèrement éméchée. Je m'attends à un appartement impeccable, peut être le parfum d'un dîner mijoté. L'appartement est propre ? Oui, mais étrangement vide. Je remarque d'abord la console de jeux disparue. Un froid m'envahit, je vérifie l'étagère. Tous ces livres de science-fiction ont disparu. Mon cœur s'accélère. Je cours à la chambre. Son côté est vide, cintre, pull, chaussures. Je tombe sur la salle de bain. Brosse à dents et rasoir disparus. Comme s'il avait été retiré chirurgicalement. Je chancelle. Non, impossible. Il avait accepté, il avait dit oui. Être, déplace-t-il juste ses affaires chez un ami pour faire de la place. Pensée stupide. Mes yeux balayent frénétiquement la pièce. Puis je le vois. Sur le plan de travail, une seule enveloppe blanche, au centre, mon nom écrit à sa main soigneuse. Mes mains tremblent en la prenant. L'enveloppe est lourde. Une seconde, je veux la reposer, sortir, revenir 1 heure après, espérant qu'elle aurait disparu, espérant un malentendu, mais je sais que non. Je l'ouvre. À l'intérieur, une feuille pliée. Pas de longue lettre émotionnelle. Courte, concise. Je déplie et lis. Je lis la lettre. Chaque mot brûlant mes yeux. Clara, j'ai réfléchi à notre conversation. J'ai compris ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je devienne. Mais je ne peux pas. Je peux essayer de changer certains comportements, je peux écouter et soutenir, mais je ne peux pas effacer ce que je suis ni devenir le reflet exact de tes attentes. Je pars pour un moment. Pas pour fuir, mais pour me retrouver, pour comprendre comment je peux être un meilleur partenaire à ma manière, sans trahir qui je suis. Ne cherche pas à me retenir. Je reviendrai si je trouve que cela a un sens. Tristan. Je relis les mots plusieurs fois, incrédule. Les tâches ménagères, les ultimatums, l'effort moral, tout cela n'a servi à rien. Il a accepté verbalement, mais il a choisi de partir. La pièce est silencieuse autour de moi. Les enveloppes, les meubles vides, le vide même de l'appartement me frappent comme un coup de poing. Je m'assois sur le canapé, tremblante, et sens un mélange d'angoisse et de soulagement paradoxal. Soulagement, je n'ai pas eu à continuer à lui imposer un chemin qu'il ne voulait pas suivre. Anxiété, tout ce que j'avais construit pour le sauver, pour nous sauver, s'écroule instantanément. Je regarde autour de moi, seule. L'appartement impeccablement propre me paraît presque irréel, comme une mise en scène pour un souvenir qui n'existe plus.
Je pense à la colère que j'avais ressentie, à la certitude de ma victoire morale. Elle n'existe plus. Il n'y a que le vide et la lettre, froide et nette. Je me lève, marche jusqu'à la fenêtre. La ville bouge en bas, indifférente. Je me rends compte que parfois, le contrôle, les règles, les ultimatums ne suffisent pas. Parfois, les gens choisissent un autre chemin. Et il faut l'accepter, malgré le désir de les modeler à notre image. Je reprends la lettre, la relis une dernière fois et la pose sur la table. Puis je respire profondément. Il est parti, je suis seule. Mais je suis toujours moi. Et peut être que, pour la première fois depuis longtemps, c'est suffisant.